Bonjour, oui, donc maître de conférence à l'ULCO et je vais vous présenter une petite présentation en fait sur l'oxycombustion. Et bizarrement, c'est une combustion qui a besoin de froid. Alors, on va commencer peut-être par le contexte. Donc, on va commencer vraiment dans un truc très général. Donc, les gaz à effet de serre. Donc, vous savez que on est dans des politiques environnementales et autres avec les effets des gaz à effet de serre, la réduction. Et donc les principaux sont l'eau, le CO2 et le méthane. Donc on va s'intéresser ici plus particulièrement au CO2. Et voilà, comme on en a déjà parlé, donc il va y avoir la COP 21. Donc je ne savais pas qu'il allait être dit autant de choses là-dessus. Donc on va pouvoir passer plus rapidement. Donc voici le programme un petit peu de l'échéancier. Et donc, on peut voir que donc en mai, il y aura des réunions, donc la date limite du projet formel. Et puis, pour finir, du 30 novembre au 11 décembre, ça sera la dernière réunion pour la signature des accords finaux. Donc, sur tout ce qui est réduction des émissions à effet de serre. Donc vous voyez quand même le chiffre qui est quand même assez important. L'objectif, c'est quand même de réduire d'ici à 2050 entre 40 et 70% de ces émissions-là. Donc ce qui est quand même assez considérable et qui va du coup être un enjeu très important, je suppose, pour les industriels. Donc le CO2, donc les principaux émetteurs sont les centrales électriques aux combustibles fossiles, l'industrie lourde et les raffineries. À elles, 3 représentent 50% des émissions actuelles de CO2 dans le monde, soit environ 15 milliards de tonnes d'émissions de CO2 par an. Voilà, donc je pense que si on arrive déjà à réduire ça un petit peu, ça sera déjà une grosse réduction. Voilà. Donc, même chose que Bruno Villette juste avant, il a présenté un petit peu des évolutions du prix de la taxe carbone. Je suppose que c'est quelque chose qui concerne énormément les industriels, puisque c'est un coût qui ne peut pas être investi ailleurs. Donc pour la France, avant on était à 7 € de la tonne. Donc moi j'avais trouvé quelque chose aux alentours des 15 € en 2015. Donc Bruno Villette a présenté quelque chose à 22. Non, 22 il a dit que c'était pour 2016. Donc voilà, nous sommes sur les mêmes chiffres, très bien. Et pour le Royaume-Uni par exemple, à titre d'exemple, on est à 10 livres et on augmentera donc à 18 livres. Donc on voit que il y a des modèles qui suggèrent qu'il y a une hausse du prix du CO2, mais que une hausse entre 35 et 40 € la tonne serait suffisante pour déployer le captage et le stockage du CO2. Les différents donc, émetteurs de CO2, on voit l'évolution un petit peu des industriels en fonction des pays. Et on voit quand même que au cours des années, il y a quand même une diminution de cette production de CO2. Donc c'est très bien. C'est dû à l'efficacité énergétique et les différents rendements, l'optimisation des procédés industriels. Mais on voit qu'il reste encore pas mal de travail à faire. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce défi? C'est justement en travaillant encore sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, mais aussi le captage et le stockage du CO2. Il ne faut donc plus utiliser une seule méthode, mais tout en même temps, il va falloir tout combiner. Sinon, il va être très difficile d'atteindre ce niveau de réduction entre 40 et 70%. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Tout simplement parce qu'il y a des études qui montrent qu'en d'ici 2050, la population mondiale va passer de 7 milliards à 9 milliards de personnes. Et donc, forcément, la demande d'énergie va augmenter également, en fait, d'environ 50%. Donc, voilà, on ne peut pas réduire les productions, au contraire, elles vont augmenter. Donc, il va falloir trouver des solutions. Donc, le captage et le stockage de l'énergie. Donc, comment ça se passe? On va capturer au moins 90% des émissions et le CO2 va être stocké en toute sécurité et de façon permanente
en utilisant des mécanismes de piégeage naturel, donc généralement dans les aquifères et autres. On s'en sert également, pour certains peuvent s'en servir dans les raffineries pour pousser le pétrole, et ainsi le CO2 est stocké en zone géothermique, et en plus on a récupéré du pétrole en attendant de savoir ce qu'on pouvait faire du CO2. Qu'est-ce qu'il existe comme technologie de captage du CO2 ? Il existe la précombustion, l'oxycombustion et la post-combustion. Dans un premier temps, donc la précombustion. Qu'est-ce que c'est ? On va essayer en fait d'enrichir le combustible. On va avoir un combustible qui va s'avérer être le gaz de synthèse, donc du CO plus de l'hydrogène. Et ensuite, on va enrichir notre CO et le convertir en CO2. Bon, cette technologie, du coup, elle présente certains avantages et inconvénients. Donc, elle est moins énergivore que la post-combustion, mais elle va requérir des équipements spécifiques qui sont encore en cours de développement, et le processus est plus complexe et plus coûteux également. Et puis maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent à utiliser leur gaz de synthèse, le CO, pour convertir directement en électricité. Donc cette méthode-là s'avère peut-être être obsolète par rapport aux autres. On a ensuite la post-combustion. Donc c'est une technique qui est quand même aujourd'hui la mieux maîtrisée. Elle consiste à extraire le CO2 dilué des fumées et de combustion à l'aide d'un solvant chimique. Et ensuite, le CO2 va être séparé du solvant via un processus de régénération thermique. Donc son avantage, c'est qu'elle peut s'adapter aux installations existantes, mais par contre, donc, comme on l'a vu juste avant, elle a un coût quand même très élevé et on va avoir une consommation d'énergie vraiment importante. On arrive enfin quand même sur le sujet de la présentation, l'oxycombustion. Donc l'oxycombustion, c'est encore un procédé qui est à l'étude de démonstration, qui va générer au contraire des fumées qui vont être essentiellement du CO2 et de l'eau, et donc qui sont facilement séparables par juste condensation de l'eau. L'air habituellement utilisé lors de la combustion va être remplacé ici par de l'oxygène pur. Donc ça engendre quelques complications puisque les brûleurs sont différents. On va aussi avoir des augmentations très importantes de la température au niveau du four de combustion, mais des solutions sont envisagées telles que la recirculation du CO2 produit à l'intérieur du four, ce qui va finalement permettre de contrôler à la fois la combustion et justement cette température de manière à ce que notre four n'explose pas ou ne fonde pas. Donc les avantages, c'est qu'on va produire du coup des fumées très riches en CO2 et en eau, et donc la séparation va s'avérer être plus facile par rapport à l'eau. Ensuite, il peut être mis en œuvre sur des installations existantes. Petit inconvénient, c'est qu'il est encore à l'état de démonstration. Et ensuite, le souci, c'est quand même la production d'oxygène qui est obtenue par la séparation de l'air. Donc c'est ce qui est le plus énergivore dans ce procédé-là. Donc, quels sont les besoins en oxygène pour la capture du CO2 issu de l'oxycombustion ? Donc déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est à pression atmosphérique, environ. La pureté d'oxygène, par contre, doit être d'environ 97%. Bah oui, sinon, on va encore émettre d'autres polluants, donc c'est pas intéressant. Ensuite, par contre, une grande quantité d'oxygène est nécessaire. Donc, par exemple, il faut pour une production journalière de 500 MW électriques, il va falloir que l'unité possède, donc elle aura besoin d'environ 10 000 tonnes d'oxygène. Donc, les différents procédés qui existent pour séparer l'oxygène de l'air. Donc, on a l'adsorption. Donc, qui va nécessiter d'avoir une modulation entre pression et vide. Et par contre, elle est adaptée sur des petites échelles, donc environ 200 tonnes par jour. Et la pureté est limitée au maximum à 93%. Ensuite, on a la distillation cryogénique. Donc, c'est une méthode la plus flexible, puisqu'on va pouvoir moduler les températures et séparer tous les gaz que l'on veut séparer. Et elle peut donner de très grandes puretés. Et pour une production à grande échelle, jusqu'à présent, on est à environ 5000 tonnes par jour d'oxygène. Il y a d'autres méthodes qui sont en développement, notamment par des séparations par membrane.
Donc cette séparation de l'air obtenue est principalement par la voie cryogénique est coûteuse et consommatrice en énergie. Donc vous avez un exemple pour une puissance de 500 MW fonctionnant pendant 8000 heures. La production d'oxygène va représenter 15% de cette production, va consommer 15% de la production annuelle. Donc voilà, pour éviter ce coût de séparation, il y a une technologie qui est prometteuse, qui est encore à l'étude. Donc c'est la combustion dite en boucle chimique. Donc là, on va utiliser plutôt des catalyseurs, des choses comme ça. Mais par contre, une autre solution pour être envisagée, c'est l'utilisation des frigories d'un terminal méthanier avec du froid gratuit mis à disposition. Enfin, ça, c'est à discuter entre les différents acteurs des projets. Donc, la purification issues des gaz de l'oxycombustion, donc c'est principalement du dioxyde de carbone, de l'eau, mais on a aussi quelques impuretés dues aux différents carburants qu'on va brûler. Donc, on peut avoir des SOx, des NOx, de l'HCl, enfin bon, beaucoup de choses. Et donc, on va avoir besoin d'une purification. Pour ça, on va d'abord enlever l'eau, on va faire une condensation. Et ensuite, il y a des unités de compression à 30 bars qui vont intégrer l'élimination des SOx et des NOx. Une unité de purification à basse température pour enlever l'excès d'oxygène. Donc pour mémoire, les avantages de l'oxycombustion, c'est qu'on a une installation sur site qui est possible. On va avoir un enrichissement des fumées avec de très hautes teneurs en dioxyde de carbone, ce qui va nous permettre une séparation aisée de ce dioxyde de carbone et une diminution de la formation de NOx. Les inconvénients, c'est la production d'oxygène coûteuse. Mais par contre, il y a des solutions, par exemple l'utilisation des frigories d'un terminal méthanier ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tout simplement faire une dilution de l'oxygène dans du dioxyde de carbone, ce qui va du coup limiter la consommation en oxygène. Et ensuite, une dernière voie, c'est la combustion en boucle chimique. Comme vous l'a présenté Bruno Villette, nous allons essayer... J'ai l'intention de déposer un projet Interreg Nord-Ouest, donc c'est sur toute la région nord de la France, Angleterre, Belgique, Écosse, Pays-Bas et un petit bout de l'Allemagne également. Ça serait tout simplement prendre les fumées industrielles, effectuer une purification du dioxyde de carbone, l'utiliser pour faire de l'énergie, en faisant une méthanation du dioxyde de carbone ou en produisant des alcools tels que le méthanol qui va ensuite servir à produire de l'hydrogène ou des choses comme ça, ou alors carrément faire du Fischer-Tropsch en produisant des hydrocarbures. Actuellement, nous avons une thèse qui est en cours et financée par l'ULCO et une thèse en demande qui concerne plutôt la méthanation du dioxyde de carbone et qui sont également financés par Dunkerque LNG, la communauté urbaine de Dunkerque et l'ULCO. Et bien sûr, nous avons la possibilité, comme Bruno Villette l'a présenté aussi, pourquoi pas, une fois que le CO2 est purifié, l'utiliser en faisant soit de la carboglace ou du CO2 liquide, ce qui pourrait par exemple servir de stockage pour les méthodes suivantes. Si on n'arrive pas à traiter tout le CO2 en une fois, on pourrait très bien stocker le CO2 dans une première partie. Et en plus, on a vu que le CO2 liquide ou solide était générateur de froid, ce qui est des fois nécessaire pour faire des séparations les plus simples. Voilà. Et ce projet, bien sûr, a l'ambition en fait de réunir les acteurs locaux, industriels, donc les autorités locales, les industriels et bien sûr les académiques dont je fais partie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toute question. Merci Christophe.